Ok, on voit, on entend. Ok, super, merci. Euh, Image et son, ok, merci beaucoup. Ok, bon, très bien. Alors on va commencer du coup ce webinaire donc sur l'analyse de l'orientation des fibres de verre dans Molflow. Avant ça, je vais me présenter succinctement. Donc moi c'est Sébastien Faure, je suis ingénieur application chez Applicite depuis maintenant 2 ans, non bientôt 3 ans, depuis 3 ans. Avant ça, j'ai été ingénieur simulation au sein de la société Autoliv, dans lequel j'exerçais du coup en tant que donc ingénieur simulation sur le logiciel Molflow, notamment sur des pièces d'aspect, des couvercles d'airbag et des pièces mécaniques techniques, c'est-à-dire des couvercles d'airbag. Et avant ça, j'ai travaillé dans diverses entreprises, donc notamment chez Plastic Brenez dans le sud-ouest, Legrand à Limoges et ABC Technologies vers Cognac. Et avant ça, donc j'ai été à l'école d'ingénieur des mines de Douai, enfin surtout en partenariat avec l'ISPA, donc une école spécialisée en plasturgie. Avant ça, j'ai eu un BTS en plasturgie, et avant ça encore un bac pro en plasturgie. Au niveau des informations que vous pouvez collecter concernant les événements, vous pouvez vous rendre sur la page événements de notre site internet dans lequel vous aurez la visibilité sur la totalité du calendrier des différents événements qui sont proposés. Donc ça peut être des webinaires, mais également des sessions de formation en inter-entreprise sur nos sites, nos différentes agences. Aussi, vous pouvez aller dans l'onglet blog dans lequel vous allez retrouver des articles qui sont des trucs et astuces sur l'utilisation de Molflow ou bien de Fusion 360. Donc on en poste un par mois et ça va traiter de tout type de sujet. Donc ça peut être des rappels sur la méthode d'utilisation de certains résultats, ça peut être des astuces pour aller un petit peu plus vite dans sa mise en données et être plus productif lorsqu'on lance une simulation ou que l'on utilise le logiciel Fusion 360. Au niveau des agendas pour cette année, donc, on a eu le webinaire la dernière fois qui était sur les bonnes pratiques de la gestion de calcul. Aujourd'hui, donc, c'est l'analyse de l'orientation des fibres de verre. Il se fera au mois d'octobre l'impact du paramétrage sur les calculs de rotature. Ensuite, au mois de novembre, nous allons présenter les nouveautés de la version 2024 de Molflow. Et enfin, en décembre, l'injection poudre, donc qui est un sujet assez spécifique quant à l'injection de type PIM, MIM ou SIM. Également, donc on voit la liste en amont des webinaires qui ont été déjà réalisés. Si jamais il y a un des sujets qui vous intéresse, vous pouvez nous contacter via le support de manière à ce qu'on puisse vous communiquer l'enregistrement de ces différents webinaires. Hop, aussi, non mais c'est pas aussi, donc maintenant on va commencer dans le vif du sujet. Alors le sommaire de ce webinaire, on va dans un premier temps parler de la définition des matières chargées fibres. Donc là c'est très succinctement qu'est-ce qu'un matériau chargé fibre, de quoi on parle quand on parle de matériaux chargés fibres. Ensuite on s'attardera sur la rhéologie des matières chargées fibres, donc c'est-à-dire quel est l'impact des charges sur ma matrice polymère. Que ça soit au niveau de ses propriétés ou bien au niveau de son écoulement dans la cavité du moule. Ensuite, on parlera de l'orientation des fibres sur Molflow, donc c'est-à-dire qu'est-ce que exactement nous restitue Molflow lorsqu'il vient nous parler de orientation moyenne des fibres ou bien de tenseur d'orientation de fibres. Et enfin, on fera une présentation sur l'analyse de l'orientation, c'est-à-dire comment on peut venir analyser l'orientation des fibres et quel est l'impact également sur d'autres résultats que l'on peut obtenir de l'orientation des fibres, donc notamment le gauchissement des pièces. Et enfin, nous concluons donc ce webinaire. Évidemment, après tout ça, il y aura une partie questions-réponses. Donc, vos questions, vous pouvez les poser dans le chat. Je les lirai suite à la présentation et je répondrai à toutes vos questions. Alors, la définition des matières chargées fibres. Donc, une matière chargée fibre, ça va être une matière, donc une matrice, on va parler de matrice. Donc, ça peut être une matrice soit thermoplastique ou alors thermodurcissable, dans lequel on va implémenter une charge. Donc, les charges, on peut en implémenter de plusieurs types.
Donc notamment, les plus répandus, ça vont être des charges fibreuses ou bien des charges sphériques. Donc ça peut être en termes de charge de la de la fibre de verre, ou bien on peut par exemple faire des charges comme du talc afin de gagner en volume concernant la vente du polymère. Et donc le but de ces charges vont être de venir modifier les propriétés de la matrice de manière à avoir des matériaux un petit peu plus performants, que ce soit des matériaux pour qu'ils aient une meilleure résistance mécanique ou bien de meilleure tenue à la température par exemple. Donc globalement, quand on va parler de matériaux chargés, on va parler de matériaux composites. Donc c'est-à-dire un matériau composite, c'est un matériau dans lequel il est constitué d'une matrice. Donc la matrice, ça peut être une matrice thermoplastique ou une matrice thermodurcissable. Et enfin un renfort, le renfort étant du coup la charge. Donc dans le cas des thermoplastiques, ça sera souvent des fibres ou bien des charges sphériques. Néanmoins, quand on va parler de renfort pour du thermodurcissable, on peut venir parler d'autres typologies, donc c'est-à-dire ça peut être du tissu, ça peut être également de la fibre, mais sous forme de mat, que l'on vient donc implémenter dans une matrice. Et cette fois-ci, pour les matériaux thermodurs, la matrice, ça ne sera pas vraiment du plastique à proprement parler, ce sera plus de la résine. Donc ça peut être de la résine, par exemple, polyester. Et ensuite, des composites, on va en trouver deux types, de grande diffusion et de haute performance. Donc, ce qui va nous concerner, en tout cas pour l'utilisation des matériaux injectés thermoplastiques, ce sera surtout pour la grande diffusion. Pour la haute performance, on va parler d'autres techniques. On peut parler notamment en termes de production de techniques comme l'infusion ou alors l'injection thermodurcissable, mais qui est quand même très différent de ce qu'on peut trouver dans l'injection thermoplastique. Donc là, dans ce webinaire, on va surtout se focaliser sur la grande diffusion, c'est-à-dire l'utilisation de charge dans les matériaux thermoplastiques. Donc maintenant qu'on a défini ce qu'étaient des matériaux chargés fibres, on va s'intéresser à la rhéologie des matières qui sont donc chargées avec de la fibre de verre. Et quel est leur impact, notamment sur leurs propriétés et l'écoulement dans la cavité. Donc en termes de propriétés, donc au-delà évidemment des propriétés mécaniques qui seront renforcées avec la fibre de verre, ce qu'on va surtout modifier également, ça va être la viscosité du polymère. Donc la viscosité du polymère va avoir tendance à augmenter pour un polymère donné à partir de son taux de charge. Plus la charge du polymère sera forte, la charge de fibre, la charge de renfort sera forte, plus le thermoplastique aura tendance à être plus visqueux. Donc ça, c'est ce que l'on peut voir dans le graphique à gauche, dans lequel on compare trois polymères, un qui est chargé à 0% de fibre de verre, un qui est à 9,5 et un qui est à 2,2 à 9,5% et un autre à 22% de volume chargé. Et donc ça concerne ici un polystyrène où on voit qu'à 0%, on a un plateau newtonien qui est plutôt faible en termes de viscosité. Et ensuite, on a du coup la diminution de la viscosité en fonction du cisaillement. Et l'implémentation de charge va faire en sorte que notre plateau, au départ, va se trouver de plus en plus haut. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on va cisailler énormément la matière, on va avoir un comportement qui sera à peu près similaire. En revanche, dès que la matière sera moins cisaillée, l'évolution de la viscosité va être différente. Donc, c'est-à-dire que notamment au niveau du compactage, eh bien, l'évolution de viscosité pourrait être différente entre différents matériaux qui sont chargés, fibres, avec différents taux de charge. Également, ce qui va avoir un impact sur la viscosité du polymère, ça va être la longueur de la fibre. C'est-à-dire que plus nous allons avoir une fibre qui sera longue dans notre matrice polymère, et bien plus la viscosité augmentera. Donc c'est ce que l'on constate ici, où en noir, la courbe noire sur le graphique de droite, on visualise une courbe d'une matrice non chargée. Et par la suite, on va venir visualiser l'évolution de sa viscosité en fonction de la longueur de la fibre, où on voit que petit à petit, elle augmente en fonction de la longueur. Donc au début, c'est 4 mm, puis après 9, 12, 16, 20, et à 20, on culmine au niveau le plus haut, en tout cas pour ce graphe, de viscosité. Maintenant, quel est l'impact qu'on va avoir lorsqu'on va injecter un matériau chargé dans un moule d'injection thermoplastique? Au niveau de l'écoulement, donc on va conserver un écoulement de type point-seuil, donc c'est-à-dire avec une forme voilà, de cloche et un effet d'inertie qui vient créer cette forme de cloche en aval
du front d'écoulement. Par contre, ce que cela va donner, ça va être des propriétés différentes en fonction des différentes couches dans l'épaisseur que l'on va visualiser. C'est-à-dire que ce que l'on voit sur l'illustration de droite, on va avoir des orientations de fibres qui sont différentes en fonction de l'épaisseur de ma pièce. On va avoir une phase A, B, C, D, avec donc différentes orientations, et ces orientations vont dépendre de certains critères durant l'écoulement, qui sont les suivants. Les critères qui vont nous permettre de venir commander, entre guillemets, l'orientation de la fibre, ça va être le cisaillement et l'élongation. Donc, c'est-à-dire que le cisaillement va venir commander l'orientation de la fibre d'une certaine manière, et l'élongation va également modifier l'orientation de la fibre dans l'épaisseur d'une autre manière. Pour ça, maintenant, on va regarder les orientations étape par étape dans l'épaisseur d'un écoulement. Donc voilà ce qui se passe déjà globalement lorsqu'on vient écouler une matière plastique. Donc là, ce que l'on visualise, c'est la demi-épaisseur d'une matière qui est en train de s'écouler dans une cavité. Tout en haut, on visualise la paroi du moule. La partie hachurée étant la gaine solide. Et ensuite, c'est de la matière fondue. Cette matière fondue, on va pouvoir visualiser à l'intérieur le profil de cisaillement. Ce que l'on va constater, c'est que forcément, le profil de cisaillement, lorsqu'il est très proche de la gaine solide, va être nul. Ensuite, on va avoir un pic de cisaillement qui est à l'interface entre la gaine solide et la veine fluide à cœur. Cette bande-là, on va l'appeler bande de cisaillement. Ça va être la bande où le cisaillement va être le plus fort. Et ensuite, on va avoir une diminution du profil de cisaillement de nouveau au cœur de la matière. Pourquoi? Eh bien parce que là, les couches limites du polymère entre guillemets, ne se contraignent plus les uns les autres vu que tout est parfaitement fluide. Et par conséquent, nous allons avoir un cisaillement qui est extrêmement faible à cœur dans la matière. Donc maintenant, on va regarder point par point comment s'oriente la fibre en fonction de ces différentes étapes. Donc tout en haut, au niveau de la gaine solide, on va avoir l'orientation plutôt comme on le voit sur le schéma de droite de type A. Donc là, c'est-à-dire qu'on va avoir une orientation qui est parfaitement isotrope, complètement aléatoire, où on n'aura aucune tendance en termes d'orientation qui va se dessiner dans notre gaine solide. Donc là, c'est logique parce que la matière n'a pas le temps en fait d'être cisaillée, et donc en fait le polymère va venir se geler directement sur la paroi du moule, ce qui va figer l'orientation de la fibre de manière aléatoire, plutôt aléatoire. Ensuite, juste en bas, au niveau de la bande de cisaillement, on va avoir plutôt une orientation, comme on le voit sur le schéma de droite, de type B. Donc l'orientation de type B, ça va être une orientation qui va être complètement orientée dans une direction. En l'occurrence, la direction ici, c'est la direction de l'écoulement du polymère. Donc autrement dit, le cisaillement va influencer l'orientation de la fibre de verre dans la direction de l'écoulement. Donc plus le cisaillement sera élevé dans notre épaisseur d'écoulement, et bien plus notre fibre sera orientée dans la direction d'écoulement. Ensuite, on va avoir au niveau de la veine chaude deux phénomènes qui vont se produire. On va avoir juste en dessous de la bande de cisaillement une nouvelle bande où l'orientation sera aléatoire. Et ensuite, à cœur, vraiment à cœur de notre écoulement, on aura une orientation qui sera perpendiculaire à la direction d'écoulement. Alors pourquoi? Tout simplement par un mouvement de bascule, de par l'effet d'écoulement de Poiseuille, on va avoir par mouvement de bascule un basculement du coup de la fibre de verre, ce qui va la conduire à être dans la direction perpendiculaire à l'écoulement. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça va être surtout la bande de cisaillement qui va venir influencer la direction de l'orientation de la fibre. C'est-à-dire que c'est avec la force de cisaillement, ou en tout cas le taux de cisaillement que j'applique dans l'épaisseur lors d'un écoulement, je vais pouvoir commander l'orientation de la fibre dans une direction donnée, en l'occurrence la direction d'écoulement du polymère dans la cavité. Également, nous allons avoir un autre phénomène qui va être celui de l'élongation. Donc celui de l'élongation, il va être surtout présent lorsque le matériau va passer au travers d'une restriction de diamètre hydraulique lors de l'écoulement du polymère dans la cavité. Dans ce cas, cette restriction de diamètre va provoquer une forte contrainte d'élongation sur mon polymère et ainsi orienter la fibre également. Ce qui fait qu'on voit ici dans la zone en amont de la restriction, on va avoir des fibres qui vont être orientées de manière aléatoire. Ensuite, au niveau du passage de la zone convergente, donc au passage de la restriction, ici, c'est là où on va appliquer des contraintes d'élongation qui seront plus fortes. Et par conséquent, ça va provoquer une orientation de la fibre dans cette zone
de restriction de diamètre hydraulique. Et enfin, on va avoir une zone divergente où l'orientation va devenir perpendiculaire à l'écoulement. Donc là, c'est la zone C. Au moment où on a une réouverture de l'épaisseur, la fibre va avoir tendance à s'écouler de manière perpendiculaire à la direction d'écoulement. Donc, pour résumer, nous, en tant que concepteur de pièces plastiques, qu'injecteur, on va avoir deux leviers pour, disons, pour influencer l'orientation de la fibre. Ces deux leviers, ce vont être l'épaisseur de la pièce et le débit d'injection. Pourquoi? Parce qu'en jouant sur l'épaisseur de la pièce, on va pouvoir jouer indirectement, d'une part, sur l'élongation, et d'autre part sur le cisaillement de la pièce, étant donné qu'à débit constant, une épaisseur plus faible provoquera un cisaillement plus fort durant l'écoulement, et donc cela provoquera une orientation plus forte de ma fibre dans ma pièce. Ou également, on va avoir le débit, où là c'est un petit peu plus facile à comprendre, c'est-à-dire que plus on va venir pousser ma matière dans la cavité, on va la pousser beaucoup plus rapidement, cela va provoquer des cisaillements beaucoup plus forts sur ma matière et donc va automatiquement augmenter également l'orientation de la fibre de verre. Donc ça, on peut le constater en lançant une simulation ou en faisant un essai sur des plaques, des éprouvettes assez facilement. Donc là, c'est deux éprouvettes dans lesquelles il y est déterminé une épaisseur de 2,5 mm, une autre d'une épaisseur de 1 mm. Et ce que l'on va constater au niveau de l'orientation des fibres, du résultat que nous restitue Molflow. Alors je reviendrai dans la partie suivante un petit peu plus en détail sur qu'est-ce que l'on visualise ici exactement. Mais pour l'instant, on va dire que ce que l'on visualise, c'est l'orientation de la fibre. On constate donc que pour une épaisseur de 2,5 mm, la fibre est orientée à hauteur de 72% au centre de mon éprouvette dans la direction de l'écoulement. Si je viens réduire cette épaisseur et garder les mêmes paramètres d'injection, là les deux tests ont été faits à isoparamètres, eh bien on constate que l'orientation est plus à hauteur de 95%. Donc c'est-à-dire que j'aurai une meilleure orientation de ma pièce, ou en tout cas une plus grande orientation de ma pièce dans la direction d'écoulement, avec des épaisseurs qui seront plus faibles. Donc pourquoi? Parce que je vais augmenter et l'élongation et le cisaillement. L'autre impact, ça va être le débit, qui va avoir un impact un petit peu plus marginal, un petit peu plus, on va dire, moins significatif que l'épaisseur, néanmoins, qui va tout de même influencer l'orientation de la fibre. Donc à gauche et à droite, on a deux mêmes éprouvettes d'une épaisseur identique. À gauche, elle est injectée en 4 secondes et à droite, elle est injectée en 1,5 secondes. Donc là, c'est-à-dire qu'on va surtout jouer exclusivement sur le cisaillement de ma matière. Et ce que l'on constate donc, c'est que la bande d'orientation qui est à peu près 40% au centre de mon éprouvette pour un temps d'injection à 4, eh bien, elle est beaucoup plus étendue sur une éprouvette qui sera injectée à 1,5 secondes. Ce qui nous fait conclure que le temps d'injection a un impact qui est significatif, ou en tout cas qui est visible, sur l'orientation de la fibre dans une pièce moulée. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu comment se passait l'écoulement, les différentes orientations, comment on peut piloter l'orientation des fibres dans une cavité, on va regarder maintenant l'orientation des fibres sur Molflow, donc c'est-à-dire qu'est-ce que nous restitue Molflow en termes de résultats pour venir nous aiguiller sur l'orientation des fibres dans une pièce donnée. Alors Molflow, ce qu'il va venir calculer, ça va être des tenseurs d'orientation. Ces tenseurs d'orientation vont nous donner des probabilités d'orientation de fibres dans les directions X, Y et Z. C'est-à-dire que sur Molflow, on ne visualise pas directement l'orientation de la fibre. Donc, c'est-à-dire que la visualisation que l'on a à gauche, ça ne va pas être chacune des petites fibres qui est modélisée sur notre modèle. Mais en revanche, chacun des traits que l'on visualise sur l'image de gauche, qui est un résultat donc d'orientation, eh bien, sera en réalité un tenseur. Un tenseur, il va être en calcul 1 sur chacun des éléments qui vient constituer le modèle. Et donc ce tenseur va nous restituer une probabilité d'orientation dans une direction X, Y ou Z. Ce résultat de tenseur, on peut l'obtenir sur Molflow à partir d'une séquence d'analyse remplissage plus compactage. Alors maintenant, pour aller un petit peu plus dans le détail, ce tenseur, donc, il va être calculé au moment de l'écoulement de la matière et du compactage de la matière dans notre cavité de moule.
lors des simulations. Et il va nous restituer le tenseur que l'on voit ici, AIJ, qui va donc nous représenter l'orientation des fibres dans les différentes directions de notre plan. Donc, on va avoir un tenseur 3,3 avec donc 3 valeurs en longueur et en hauteur. La valeur 1,1 étant en réalité la valeur dans la direction XX, dans la valeur exclusivement dans la direction XX. Si je me déplace à 1,2, j'aurai ma valeur d'orientation dans la direction XY, donc c'est-à-dire un petit peu dans la diagonale. Si je descends à la valeur A2,2, eh bien dans ce cas-là, j'aurai mon orientation exclusivement dans la direction Y. Si je descends à la valeur A3,3, eh bien j'aurai l'orientation de la fibre exclusivement dans la valeur ZZ, donc c'est-à-dire dans la profondeur de ma pièce. Ici, ce tenseur, il va être symétrique. C'est-à-dire que les valeurs qu'on va retrouver dans 2,1, 3,1, 3,2 seront des valeurs qui seront identiques à ce qu'on va retrouver dans 1,2, 1,3, 2,3. Donc ce tenseur-là, c'est ce qu'on visualise en réalité, ce qu'on peut visualiser en réalité dans nos résultats d'orientation de fibre de verre. Néanmoins, ce n'est pas exactement ce tenseur-là qu'on visualise par défaut sur Molflow. C'est possible de le visualiser, mais ce n'est pas celui-ci. Ce tenseur, il va être simplifié. Le tenseur en question, donc, qui vient nous donner les orientations des fibres dans les différentes directions de l'écoulement, eh bien, il va être diagonalisé. C'est-à-dire qu'on va garder des valeurs propres, des valeurs qui seront exclusivement visibles sur un tenseur dans une diagonale, sur sa diagonale principale. Ce faisant, on va avoir du coup un nouveau tenseur 3,3 dans lequel on aura des valeurs seulement sur lambda 1, lambda 2, lambda 3. Cela permet de venir simplifier la lecture des résultats et d'avoir des résultats exclusivement dans la direction d'écoulement, qui sera lambda 1. Donc là, on aura un résultat de tenseur seulement dans la direction de l'écoulement. Lambda 2 va nous donner une orientation dans la direction perpendiculaire à l'écoulement. Et lambda 3 va nous donner une orientation dans la direction normale à l'écoulement. Ce qui va nous donner donc pour chacun un tenseur, ce que l'on voit en bas à gauche de mon écran, avec donc la possibilité de visualiser l'orientation de la fibre dans lambda 1, c'est-à-dire la direction de l'écoulement, lambda 2, la direction perpendiculaire à l'écoulement, lambda 3, la direction transverse, enfin la direction normale à l'écoulement. Donc ces valeurs-là, lambda 1, 2 et 3, sont calculées pour chacune des directions E1, E2, E3, E1, E2, E3 étant donc les différentes directions d'écoulement qu'on va retrouver dans notre cavité. Donc globalement, ça veut dire ça, que nos tenseurs, ils vont être représentés graphiquement sous Molflow sous la forme des petites ellipses que l'on peut visualiser sur nos résultats de tenseurs d'orientation des fibres. Et donc globalement, un tenseur qui aurait une valeur seulement dans sa diagonale en haut à gauche, c'est-à-dire sur la valeur lambda 1, qui aurait une valeur égale à 1, eh bien ça signifierait que toute la probabilité que mes fibres de verre soient toutes orientées dans la direction d'écoulement eh bien, est de 100%. C'est ce qu'on visualise sur le cube tout à gauche, où la direction d'écoulement est de gauche à droite, et je visualise que la totalité de mes fibres sont orientées de gauche à droite, ou en tout cas dans la direction de l'écoulement. Donc ça, c'est ce qui se passe lorsqu'on a une valeur lambda 1, donc la valeur en haut à gauche, qui est égale à 1, donc c'est-à-dire on a 100% de nos fibres orientées. Quand on est dans un cas complètement isotrope, c'est-à-dire dans un cas aléatoire, et bien dans ce cas-là, ça signifie que j'ai dans ma diagonale principale de mon tenseur une valeur qui est égale à 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Et donc ici, ça veut dire que je suis orienté de manière complètement aléatoire dans ma zone. Je suis complètement isotrope. C'est ce que va nous restituer Molflow. J'ai une probabilité à 100% de chance d'être isotrope. Et ensuite, on va avoir des tenseurs qui vont nous donner des tendances préférentielles en termes d'orientation, mais qui ne seront pas complètement orientés dans une direction. Donc ça, en réalité, c'est ce qu'on va avoir de manière générale sur nos résultats, où on va avoir un résultat qui va nous indiquer que 81% des fibres de verre vont être orientées dans la direction d'écoulement. Donc dans ce cas-là, on va avoir 0,81 dans la valeur lambda 1. Et ensuite, si on vient modifier la valeur du tenseur que l'on visualise, eh bien on verra que par contre, on aura 16% de nos fibres qui sont orientées dans la direction perpendiculaire à l'écoulement et 3% de nos fibres qui seront orientées dans la direction normale à l'écoulement. Ce qu'on peut visualiser donc sur Molflow, c'est les différentes valeurs du tenseur. Donc ça, on peut le voir dans les propriétés du résultat d'orientation des fibres de verre, de tenseur d'orientation des fibres de verre. Dans la valeur principale du tenseur, on va nous proposer de regarder la valeur première, deuxième, troisième. Dans ce cas-là, quand on va cocher valeur principale du tenseur, donc par défaut, c'est ce qui est coché.
par défaut, votre flow va nous restituer la valeur principale du tenseur premier. Et bien dans ce cas-là, on va visualiser la valeur lambda 1 de notre tenseur diagonalisé, donc c'est-à-dire qu'on va visualiser la valeur dans la direction de l'orientation de la fibre. Donc c'est de l'orientation, dans la direction d'écoulement de mon polymère dans ma cavité. Donc par défaut, Molflow nous restitue la valeur première du tenseur principal. Donc c'est-à-dire qu'il va nous restituer la probabilité d'orientation des fibres dans la direction de l'écoulement. Néanmoins, on peut aller dans les propriétés du résultat et venir modifier cette valeur de manière à pouvoir visualiser, par exemple, lambda 2, qui là sera la valeur deuxième du tenseur, et donc ça nous permettra de visualiser l'orientation de la fibre dans la direction perpendiculaire à l'écoulement. Et enfin, on peut venir visualiser la valeur lambda 3, qui est donc la valeur troisième du tenseur principal. Et dans ce cas-là, on viendra visualiser l'orientation des fibres dans la direction normale à l'écoulement de mon polymère. Mais ensuite, on peut venir switcher et demander les composants du tenseur. Donc dans ce cas-là, si on choisit de venir visualiser les composants du tenseur, on ne se basera plus du tout sur le tenseur principal, le tenseur diagonalisé, mais sur le tenseur d'origine des calculs d'orientation de fibres. Et dans ce cas-là, on peut visualiser l'orientation des fibres dans les directions strictement soumises aux différentes directions de notre repère. Donc, c'est-à-dire qu'à l'aide du composant du tenseur, de cette option, on va pouvoir visualiser les fibres, toutes les fibres orientées dans la direction XX. Et dans ce cas-là, il nous restituera sur nos tenseurs la probabilité, dans chaque point, que nos fibres soient orientées strictement dans la direction XX par rapport au repère de notre pièce. Donc là, c'est-à-dire qu'on visualise exactement la valeur A11 du tenseur de gauche. Et ensuite, on peut venir switcher sur les différentes valeurs en fait, qui constituent le tenseur pour visualiser exactement quelle est mon probabilité que sur mon modèle, que mes fibres soient orientées strictement dans l'axe des X, dans l'axe des Y ou dans l'axe des Z. Ce qui permet voilà, de venir graphiquement, ça va être représenté de cette manière-là. Je vais aller dans l'orientation moyenne de mes fibres. J'ai ma pièce dans laquelle j'ai un résultat. Donc ce résultat, par défaut, c'est le résultat du tenseur premier. Donc c'est-à-dire que là, ce que je visualise sur Molflow, c'est l'orientation de mes fibres dans la direction de l'écoulement. Si je switch de premier à deuxième, et bien voilà, ici, je visualise l'orientation de mes fibres dans la direction perpendiculaire à l'écoulement de ma matière. Et en troisième, je visualise mes fibres dans la direction Z, dans la direction normale à l'écoulement de ma matière. Et enfin, si je retourne dans mes propriétés et que cette fois-ci, au lieu du tenseur premier, je mets le tenseur, les composants du tenseur, et bien là, je vais regarder l'orientation de mes fibres. Donc là, on voit qu'il y a une différence par rapport à ma valeur principale deuxième qu'on a visualisée tout à l'heure, parce que c'est différent. Ici, je vais visualiser mes fibres strictement dans la direction Z, alors que tout à l'heure, je visualisais mes fibres par rapport à la direction d'écoulement. Là, c'est seulement par rapport à l'axe d'orientation, par rapport à comment j'ai positionner ma pièce dans mon repère géométrique. Donc là, c'est-à-dire que je vois strictement les fibres dans la direction XX, donc dans la direction X de mon repère, là dans la direction Y, et ensuite dans la direction Z. Et donc, je peux également venir chercher d'autres composants, donc par exemple XY, si je veux visualiser mes fibres orientées dans un léger décalage par rapport aux trois axes qui constituent mon repère géométrique. Qu'on a vu comment était calculée l'orientation des fibres, on va regarder comment on peut venir l'interpréter et quel est l'impact sur mes résultats. Donc là, notamment, on va regarder un exemple sur le résultat du gauchissement. Donc, c'est-à-dire comment l'orientation de ma fibre va venir influencer le gauchissement de ma matière. Également, on va visualiser un petit peu les outils, les différents outils qui sont disponibles pour venir nous aider à savoir si par exemple, la déformée de ma pièce est plus impactée par le gauchissement, le refroidissement ou le compactage. Donc cet outil, pour commencer, on va commencer par celui-ci. On a un outil dans les paramètres process lorsqu'on va lancer une séquence d'analyse remplissage, compactage, gauchissement, qui est isoler les causes du gauchissement. Cet outil, donc, il va nous permettre de pouvoir distinguer
la cause majeure du gauchissement lorsque notre pièce va venir se déformer en isolant 3 critères qui sont d'un côté le retrait différentiel, un autre côté l'orientation différentielle, ce qu'il appelle orientation différentielle, et troisièmement la thermique différentielle, ce qui va nous restituer ce type de résultat. Pour une pièce donnée, on va avoir un gauchissement global, donc une déformée globale, et ensuite il va nous dire dans cette déformée, quelle est ma part due au refroidissement différentiel, à l'orientation des fibres ou au retrait. Et donc ça va nous permettre de savoir sur quel levier je dois actionner pour venir optimiser la déformation de ma pièce. Donc si le refroidissement est dominant, dans ce cas-là, ça signifie que c'est au niveau de ma thermique où il y a un souci. Si c'est l'orientation de la fibre, eh bien dans ce cas-là, ça signifie que c'est au niveau de l'orientation de mes fibres qu'il y a un problème et qui provoque une déformation. Donc dans ce cas-là, la seule solution qu'on va avoir, ou en tout cas la plus efficace, ce sera de changer la position du point d'injection. En règle générale, c'est surtout la position du point d'injection qui va venir déterminer l'orientation majeure des fibres de verre. Et après, on peut les optimiser, on l'a vu, mais de manière quand même un petit peu plus à la marge, par rapport en jouant sur l'épaisseur de la pièce ou la vitesse d'injection. Et enfin, on va avoir le retrait, ou si c'est le retrait qui est prédominant dans mon gauchissement, et bien là, ça signifie que c'est tout simplement mon compactage qui n'est pas efficace dans ma pièce et que je dois améliorer mon compactage. Donc là également, ça peut être en changeant la position de mon point d'injection, en épaississant certaines zones, en augmentant les températures de manière à ce que j'ai une veine fluide qui soit un petit peu plus répartie de manière à être efficace, de manière homogène dans mes pressions que j'exerce durant le compactage. Donc voilà. Donc ça, c'est un outil qui va nous permettre de voir tout de suite si la fibre ou non a un impact sur le gauchissement de la pièce. Donc ça peut se traduire notamment par ce type de résultat de tenseur d'orientation de fibre. Donc là, c'est pour un exemple d'une pièce avec une éprouvette et une nervure à son centre, dans laquelle on va visualiser donc des tenseurs d'orientation. Donc à gauche, ce qu'on visualise, c'est le tenseur d'orientation dans la direction d'écoulement. Et on constate que les zones qui sont faiblement orientées, qui sont un petit peu plus isotropes, vont avoir tendance à faire flamber ma plaque en question. Donc c'est notamment les angles de fin de remplissage, où là j'ai très peu d'orientation, ou beaucoup moins que sur le reste de ma pièce, ce qui provoque du coup le flambement de ma plaque, surtout donc au niveau des coins. Donc pour venir améliorer ça, on peut venir, donc là c'est ce que je mets en valeur, on a ici les 4 points qui sont donc un petit peu moins orientés, un petit peu plus isotropes, et ces 4 points isotropes, on va les retrouver au niveau de mon gauchissement, où c'est là où je vais vraiment venir flamber ma pièce. Pour améliorer ça, donc, on peut venir jouer sur la stratégie d'injection de la pièce. Donc là, par exemple, au lieu d'un point seul pour venir injecter, on a dessiné du coup une nappe. Cette nappe orientant beaucoup plus les fibres de verre dans la direction d'écoulement, eh bien, on vient stabiliser l'orientation de la fibre, on vient augmenter l'orientation de la fibre dans les coins de ma pièce, ce qui par conséquent vient diminuer beaucoup plus le flambement de ma pièce et vient stabiliser le gauchissement. Néanmoins, je vois que je me déplace toujours de 2,4 mm sur les coins, on voit que je ne suis pas encore tout à fait stable. Donc pour ça, on peut avoir des subterfuges, comme également, quand c'est possible, hein, bien sûr, ajouter une masselotte pour venir faciliter l'orientation de la fibre dans les zones, ou en tout cas faire en sorte que la fibre soit orientée de la manière qui m'intéresse le plus dans mes zones qui sont critiques. Donc là, en l'occurrence, c'était en fin de remplissage, où j'avais donc encore des zones qui étaient orientées de manière isotrope, qui me provoquaient encore un léger flambement. Et donc en ajoutant une masselotte, donc la masselotte, je l'ai retirée dans ma visualisation du calcul de gauchissement, on voit que du coup, je suis beaucoup plus stable dans la déformation de ma pièce, où là, je l'ai réduite à 1 mm. Donc, c'est-à-dire que de par l'orientation, on peut quand même avoir un impact qui est significatif, où avant j'avais un flambement de ma plaque qui était complet et qui venait me monter, la déformer jusqu'à 9 mm, et en venant orienter les fibres de manière unidirectionnelle complètement, en fait avoir des fibres complètement anisotropes dans mon modèle, eh bien ça m'a permis de venir réduire le gauchissement de la pièce. Donc c'est-à-dire que globalement, les zones, en conclusion par rapport à ça, les zones où on va avoir des fibres qui sont orientées de manière isotrope, eh bien, on va avoir tendance à avoir une instabilité de la déformation au niveau des pièces. Et donc là, l'enjeu dans ces zones-là, ça va être évidemment si au niveau du reste des propriétés de la pièce, c'est-à-dire des propriétés mécaniques, etc., c'est OK.
eh bien, ce qui va venir nous arranger, ça va être d'orienter la fibre le plus possible pour venir stabiliser la déformation dans la direction qui nous intéresse le plus. Et donc pour ça, comme je le disais, on va avoir surtout deux possibilités. La position, enfin en tout cas qui vont pouvoir influencer vraiment, ce sera la position du point d'injection et la manière dont il vient pénétrer la cavité du moule. Et deuxièmement, ça sera la fin de remplissage, quoi. Il faut éviter que la fin de remplissage soit sur une zone où on veut une orientation de fibre forte, quoi. Mais également, la fibre de verre, elle va influencer aussi les propriétés mécaniques de notre pièce. Ces propriétés mécaniques vont avoir un impact sur la tenue lorsqu'on va venir la solliciter. Donc, ces informations, elles peuvent être extraites de Molflow, l'information de l'orientation de la fibre, et donc du coup des modules de traction, des coefficients de Poisson qui en résultent dans chaque point de la pièce, pour venir éventuellement les intégrer dans un code de calcul. Donc, pour ça, on peut utiliser deux outils sur Molflow. Un outil qui est disponible de base sur Molflow qui vont être certaines macros, qui vont nous permettre de venir extraire les informations d'orientation des fibres, mais également les informations des lignes de recollement pour les inclure dans un calcul mécanique, dans un code de calcul mécanique par derrière. Néanmoins, cette solution via une macro ne va pas assurer le mapping du maillage. Donc, c'est-à-dire que vous allez importer vos résultats de Molflow, mais vous allez également importer le maillage de Molflow. Ce maillage sur Molflow, vu qu'il est réalisé pour des études rhéologiques, il va être beaucoup plus dense que ce que peut être un maillage qui est utilisé pour du calcul mécanique, et ce qui peut du coup parfois poser des problèmes en termes de temps de calcul ou de faire en sorte tout simplement que le maillage ne soit pas adapté parfaitement à un code de calcul mécanique. Et donc c'est pour ça qu'également il y a un autre outil qui s'appelle Helius, et cet outil va permettre, en plus de pouvoir importer les différents paramètres dus à l'orientation des fibres de verre, va également réaliser un mapping de notre maillage de Molflow vers un code de calcul. Donc pour la partie macro, la macro en question pour venir extraire ces informations, vous pouvez la retrouver dans le lien C, programme Autodesk Molflow Synergy 2023, dans le dossier data, puis dans le dossier commande. Donc dans le dossier commande, globalement, vous allez avoir toutes les macros qui sont déjà écrites pour Molflow. Donc là, c'est les macros pour venir extraire, mais également, vous pourrez trouver des macros pour étudier le gauchissement, pour mettre en valeur certains résultats. Et donc ici, on va avoir donc différents macros qui sont MPI, to, et donc là, on va retrouver MPI, to Abacus, donc to ABQ, to ANS, ça va être pour l'envoyer sur ANSYS, et ensuite pour NAS, ça va être pour Nastran, etc. Donc là, on va avoir les macros qui vont nous permettre d'extraire des résultats Molflow, les propriétés mécaniques dues à l'orientation et aux lignes de soudure pour pouvoir les exploiter sur un code de calcul, mais comme je disais, il va également exporter le maillage qui va avec. Et donc c'est là où Helius peut avoir un intérêt, c'est que le niveau de ces données d'orientation et de fibres, de lignes de soudure, on va venir faire un mapping, c'est-à-dire qu'on va venir adapter le maillage Molflow au maillage du code de calcul de manière à ce que ces résultats, ces informations du coup de structure, on va dire de tenue mécanique anisotrope, soient exploitables sur le code de calcul. Donc tout ça, ça va nous permettre d'utiliser Helius pour faire un mapping automatique, de prendre en compte le gauchissement dans notre calcul de structure, évidemment donc de considérer la matière anisotrope du process, dû à le fait qu'il soit chargé fibre. Ça va faire un fitage automatique, prendre en compte les lignes de soudure et s'il faut également prendre en compte l'assemblage des pièces plastiques. Alors, en conclusion sur ce webinaire, donc, on a visualisé les enjeux des matériaux chargés fibres avec une présentation, on va dire, générale de ce qu'on peut trouver sur Molflow et de comment la fibre de verre est calculée par défaut en utilisant les tenseurs sur Molflow. Et également, on a vu voilà, quel peut être l'impact des fibres de verre sur notamment le gauchissement d'une pièce. Donc, dans cet exemple, c'était le gauchissement sur les pièces plastiques. Est-ce que, du coup, on va passer à la partie questions, vous avez des questions concernant l'orientation des fibres sur Molflow? Je suis à votre écoute pour y répondre. Donc, il faut que j'ouvre la partie questions. Voilà, c'est là. Ok. All clear. Ok, ok. Alors.
Alors, pour l'enregistrement du webinaire, bien sûr, c'est toujours possible de venir partager la présentation. Il n'y a aucun souci, donc pour ça, il faut envoyer un mail au support en disant je veux la présentation de tel webinaire, et dans ce cas-là, on peut venir, vous pouvez venir, on vous enverra du coup la présentation sans problème. Alors, je ne comprends pas quelle est la direction d'écoulement considérée par Molflow dans le cas. Alors, il y a une question. Je ne comprends pas quelle est la direction d'écoulement considérée par Molflow dans le cas d'un couvercle avec point d'injection au centre. Vous montrez toujours des pièces en longueur. Donc là, effectivement, pour le webinaire, j'ai montré des éprouvettes parce que je pensais que c'était, disons, le cas le plus visible, le plus visuel. C'est-à-dire que là, c'est flagrant dès qu'on a un changement d'orientation. Alors, pour les pièces donc là, c'est des pièces des couvercles avec point d'injection au centre. Donc, c'est-à-dire en gros des pièces plus ou moins comme c'était le cas dans le schéma ici, des pièces plutôt axiales. Eh bien, l'orientation va être considérée de la même manière. Donc, c'est-à-dire que de la même manière, sur le modèle en question, donc sur un modèle où on va avoir un modèle circulaire, eh bien, on va venir calculer de la même manière le tenseur d'orientation en chacun des points. Et donc, le résultat par défaut que va vous restituer Molflow sur n'importe quel type de pièce de toute façon, ça sera l'orientation de la fibre dans la direction principale de l'écoulement dans un premier temps. C'est-à-dire que par défaut, Molflow va vous restituer l'orientation de la fibre dans la direction d'écoulement de votre polymère. Et ensuite, si vous voulez changer ça, vous pouvez aller dans les propriétés de votre résultat, comme j'avais montré dans cette petite vidéo, dans les propriétés du résultat, de manière à dire à Molflow, bon, ben, très bien, par défaut, tu me donnes l'orientation de la fibre dans la direction d'écoulement, mais maintenant, je veux que tu m'affiches l'orientation de la fibre dans la direction perpendiculaire à mon écoulement. Et dans ce cas-là, voilà, il va vous changer l'affichage et vous indiquer l'orientation de la fibre dans la direction perpendiculaire de l'écoulement. Mais en termes de méthode de calcul, que ça soit pour n'importe quel type de pièce, la méthode de calcul pour l'orientation des fibres, elle restera la même. Néanmoins, je tiens à signaler que en termes de loi de calcul, Molflow dispose de différentes lois de calcul. Là, ce que j'ai présenté, c'est la loi de calcul d'orientation des fibres par défaut, mais il est possible dans les options du solver de venir modifier ces lois d'orientation des fibres. Donc j'espère que j'ai répondu à votre question. Alors voilà, donc pour, c'est justement une autre, ça permet d'enchaîner. Donc l'utilisation des options simulation orientation des fibres, Field Solver Parameters. Donc effectivement là j'en ai pas parlé parce qu'on essayait d'être le plus général possible pour ce webinaire de manière à présenter pour tout le monde les enjeux des orientations des fibres et comment c'est calculé. Alors néanmoins on a un document détaillé d'Autodesk qu'on peut transmettre qui restitue les différentes lois déterminées dans Molflow pour venir calculer l'orientation des fibres et comment elles ont été déterminées et pourquoi les utiliser. Donc ça, c'est un document qu'on peut vous partager. Donc n'hésitez pas aussi à revenir au niveau du support, nous le demander, ce document. Moi, je verrai, je verrai sans, enfin, j'enverrai sans problème. Euh, voilà, qui permet de décrire les différentes lois effectivement qui sont utilisées physiques, enfin les différentes lois du solver qui sont utilisées pour orienter, pour calculer l'orientation des fibres sur Molflow. Ok, est-ce qu'il reste une question ou pas, ou tout est correct? Non, tout est bon. Alors j'ai une question, plus il y a de restrictions, moins la pièce est solide mécaniquement. Alors là, je comprends pas la question. Plus des restrictions, c'est-à-dire, c'est par rapport à l'orientation, c'est par rapport au design de la pièce, des restrictions de quoi, d'épaisseur, des restrictions, je comprends pas trop. Si ça concerne l'orientation de la pièce, il faut savoir que donc effectivement donc l'orientation de la fibre de verre va venir influencer les propriétés mécaniques du polymère. Notamment, on va avoir des résultats possibles, hein. Si je prends ici Molflow, on va avoir des résultats suite à un calcul d'orientation dans lequel on va pouvoir nous indiquer
le coefficient de Poiseuil, le coefficient de Poiseuil en fonction des directions x, y, z, le module de cisaillement, moyen ou aussi en fonction des différents types d'orientation, et ensuite les modules de traction. Donc là, par exemple, si je fais module de traction dans la deuxième direction principale, donc c'est-à-dire que là, ça va être dans la direction perpendiculaire à mon écoulement, et bien on va pouvoir visualiser le module de traction dans la direction perpendiculaire à mon écoulement. Donc là, il faudra faire attention, c'est du mid-plane, donc là, je vois seulement mon résultat à peau. Sur du 3D, vous pourrez voir, vous faites une coupe et vous verrez l'évolution de... Sur du 3D ou du dual domaine, vous faites une coupe et vous verrez l'évolution du module dans toute l'épaisseur. Et donc ensuite, il est possible de venir visualiser du coup l'évolution de votre par exemple, voilà, de votre module dans les différentes niveaux d'épaisseur. Et ça va vous donner une indication quant à la résistance mécanique de votre pièce en fonction des différentes directions. Donc ça peut être la direction d'écoulement, direction perpendiculaire ou direction normale à l'écoulement. Et déjà, ça peut vous donner une indication quand vous aurez à solliciter votre pièce, si elle sera résistante ou non dans telle ou telle direction. Alors j'espère que j'ai répondu à la question parce que je suis pas sûr à la base de l'avoir très bien compris. Après, alors il y a d'autres questions. Tac. Alors il y en a une que j'avais. Ah oui, alors un conseil pour visualiser les orientations dans une pièce épaisse. L'orientation moyenne ne donne pas les structures cœur-peau et les résultats par élément sont difficiles à visualiser. Coupe. Ouais, voilà, tout à fait, c'est ça. Donc idéalement, alors ça donne pas, l'orientation moyenne ne donne pas effectivement, mais par contre, il y a un résultat qui est juste tenseur d'orientation des fibres, où là, il va vous restituer les tenseurs d'orientation dans la totalité de votre modèle, ce qui va vous permettre de visualiser les orientations à peau, à cœur, en faisant des coupes, notamment si vous avez maillé votre modèle en 3D. Et également, par rapport à ça, les tenseurs, là, ils sont représentés sous forme d'ellipse, mais il faut savoir que dans les propriétés, vous pouvez changer la méthode d'affichage de manière à avoir, par exemple, quelque chose en dégradé, comme un résultat, on va dire, de pression, et vous affichez ça par rapport à différentes directions. Et donc dans ce cas-là, vous pourrez visualiser aussi peut-être un petit peu plus facilement dans l'épaisseur si vous faites une coupe, quelles sont les zones qui sont très orientées dans la direction d'écoulement ou pas, ou alors dans une autre direction, en fonction de votre paramétrage. Alors, on parle de petits déplacements pour avoir l'information des causes du gauchissement. Est-ce que l'analyse grand déplacement a un impact sur l'orientation des fibres dans Molflow? Sur l'orientation des fibres dans Molflow? Alors non, pas du tout. Les fibres dans Molflow, l'orientation des fibres de verre, elles vont être calculées sur la séquence remplissage-compactage. Donc c'est-à-dire que remplissage-compactage, c'est ce qui va venir déterminer l'orientation des fibres. Ensuite vient le gauchissement, la séquence gauchissement, où là, grosso modo, il va faire le bilan de l'historique de l'injection, ce qui va lui permettre de déterminer des contraintes. Et par rapport à ces contraintes-là, il va venir calculer un déplacement en tout point du modèle. Donc, c'est-à-dire que la méthode que vous utilisez pour calculer le gauchissement, que ce soit petit ou grand déplacement, eh bien, l'orientation des fibres, elle est déjà calculée. Et elle vient par la suite. La différence qu'on va avoir, c'est que petit déplacement, lui, va plutôt se focaliser sur une déformation, on va dire, sur le module plutôt plastique de ma déformée, quoi. Donc c'est-à-dire une déformation qui est marginale. Là où grand déplacement, lui, va plutôt se focaliser sur la zone non linéaire de la déformation. Et donc dans ce cas-là, c'est quand vous avez des risques de flambement ou alors vraiment de grands déplacements lorsque vous allez gauchir votre pièce. Alors, différence entre les résultats orientation tenseur. Alors, il faut savoir que si c'est par rapport aux fibres de verre, toutes les orientations sont des tenseurs. Tout ce que nous restitue Molflow sont des tenseurs forcément d'orientation. Et donc, on va avoir différentes méthodes de visualisation. On va avoir orientation moyenne. Donc là, c'est-à-dire qu'il va nous donner l'orientation moyenne des tenseurs de notre fibre. Ou alors, il y a tenseur d'orientation des fibres, où là, il va vraiment donner la totalité des tenseurs qui constituent le modèle. Mais en réalité, l'orientation des fibres, forcément, ça sera un tenseur.
Et donc c'était par rapport tout à l'heure à une restriction d'épaisseur. Donc du coup, plus il y a de restrictions, moins la pièce est solide mécaniquement. Donc là où effectivement, on va avoir tendance à penser que moins on a de densité de matière, plus la matière va être fragilisée. Après, ça peut dépendre parce que du coup, une matière peu dense, mais où la fibre serait très orientée dans la direction qui nous intéresse lorsqu'on la sollicite, forcément, ça ne va pas se traduire par une faiblesse mécanique. Donc là, ça dépend vraiment des cas et des résultats d'orientation et de comment est sollicitée la pièce au moment où on vient la solliciter mécaniquement. Alors pour les fibres longues, faut-il utiliser un modèle particulier? Non, je vais avoir tendance à dire que dans la majorité des cas, le module par défaut de calcul d'orientation des fibres suffit à avoir une indication quant à l'orientation des fibres, qu'elles soient donc longues ou que ce soit des fibres courtes. Donc moi j'aurais tendance à plutôt dire non. Néanmoins, comme je disais tout à l'heure, il va y avoir quand même différentes méthodes de calcul qui pourraient quand même changer un résultat si on a des fibres longues. Ça serait plus une question à voir au niveau du support pour prendre bien le temps de regarder pour regarder sur la pièce donnée ce qui vous intéresse. Alors, j'ai un souci de déformation sur une pièce chargée fibre. Nous injectons par le centre dans une zone technique et le remplissage se finit par une zone visible. D'accord. Pensez-vous que diminuer seulement l'épaisseur de la partie technique pourrait favoriser l'orientation des fibres et donc sa déformation? Alors, la diminution de l'épaisseur, on l'a vu, ça va forcément venir impacter le cisaillement de la matière plus l'élongation et donc favoriser l'orientation de la fibre dans la direction de l'écoulement. Après, si c'est dans la direction de l'écoulement que ça vous arrange le plus d'avoir une fibre qui est orientée, dans ce cas-là, effectivement, ça peut impacter la chose. Là, le meilleur moyen de le voir, mais ça serait tout simplement de lancer une simulation donc, de remplissage, compactage, gauchissement sur le modèle en question avec le nouveau design de la fibre de la pièce un petit peu moins épaisse et voir si c'est impactant. Après, le dire de manière systématique, effectivement, ça va l'impacter. Là, c'est plus compliqué parce qu'en fonction de la complexité du modèle, des différentes directions d'écoulement, de si le front d'écoulement se retranche, puis après se regroupe ailleurs, etc., l'épaisseur peut avoir plus ou moins d'importance. Là, sur le modèle que j'ai montré, bon, c'était une éprouvette, donc forcément, il y a une seule direction dans laquelle la matière peut s'écouler, donc on voit clairement qu'il y a un impact. Ça signifie qu'il y a forcément un impact par rapport à l'épaisseur de la pièce due à l'orientation des fibres, vu qu'on augmente automatiquement le cisaillement. Mais par contre, l'impact il peut être plus ou moins grand en fonction du design de la pièce. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudrait, avant de le mettre en œuvre en réel, s'assurer de la chose par la simulation. Ouais. Je parle des restrictions qui font des élongations. Ouais, donc là, je suis désolé, ça a l'air d'être restriction d'épaisseur, restrictions qui font des élongations. Ça a l'air d'être un cas plutôt spécifique. Si vous voulez, on peut, par rapport au modèle en question, ça pourrait faire l'objet d'un ticket support parce que là, j'ai du mal vraiment du mal à comprendre le problème. Alors, si une fibre peut se trouver orientée à plus de 180 degrés, comment on peut le savoir? Donc, si une fibre est orientée donc 180 degrés, c'est-à-dire perpendiculaire à la direction de l'écoulement. Donc, pour le visualiser, ça, il faudrait le voir par rapport au tenseur, en fait. C'est-à-dire que vous allez afficher le torseur d'orientation dans la direction que représentent les 180 degrés en question par rapport à votre modèle. Et dans ce cas-là, vous verrez sur la totalité de votre modèle le taux, la probabilité que les fibres soient orientées dans cette direction. Et ensuite, vous vous focalisez sur la zone qui vous intéresse et vous verrez effectivement si la probabilité est forte. Dans ce cas-là, c'est effectivement que la fibre est orientée à 180 degrés. Si elle est faible, ça signifie que la fibre elle sera en réalité orientée plus haut dans une autre direction, donc ça peut être la direction d'écoulement ou encore une autre. Pour visualiser l'orientation des fibres, il faut aller dans Fibre Orientation Tensor ou Fiber Orientation Tensor en élément. Il faut aller, les deux sont plausibles en fait. L'un va vous donner l'orientation des fibres sur chaque élément, l'autre vous donnera un résultat lissé au niveau des nœuds. Donc l'un et l'autre donnent les mêmes indications. Fiber Orientation Tensor, de manière générale, ça suffit amplement pour pouvoir venir visualiser l'orientation des fibres dans la cavité.
Conseil pour visualiser l'orientation à travers de l'épaisseur, on peut aussi faire des plots XY à différents endroits, nœuds et éléments. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et effectivement, donc les résultats d'orientation des fibres, je ne l'ai pas précisé, mais on peut les afficher. Effectivement, c'est une bonne remarque. On peut les afficher si je recherche tenseur, en fonction d'une cartographie XY. Et il y a d'autres résultats, donc peut-être pas tenseur d'orientation, mais orientation moyenne dans l'épaisseur, qui va pouvoir nous donner accès. Ah, mais là, je suis en midplane, c'est pour ça que je ne vais pas avoir accès à ça. En tenseur d'orientation, on peut l'afficher par rapport à une cartographie en XY, et pour l'émaillage 3D, on va pouvoir effectivement disposer de sondes qui nous donnera une information où on verra la courbe d'orientation de la fibre dans une direction donnée dans l'épaisseur de notre pièce. Donc ça peut être également un moyen de venir visualiser autre qu'une coupe l'orientation de la fibre. Partie de modèle, où sommes-nous obligés d'exporter toutes les lignes de recollement? Alors ça, pour la question, peut-on exporter les lignes de recollement d'une partie du modèle ou sommes-nous obligés d'exporter toutes les lignes de recollement? Ça, c'est possible que ça le soit en passant donc par une macro et en exécutant la macro, mais sur une partie de la pièce qui nous intéresse seulement. C'est-à-dire qu'il faudrait tester, voir si on peut isoler les éléments dans une couche, à part les éléments qui vous intéressent, là où il y a la ligne de soudure, et exécuter la macro seulement sur cette couche visible. Ce serait quelque chose à tester, ça. Ça, j'ai pas la réponse. Je peux pas vous dire à 100% si c'est une bonne méthode, mais je pense que ce serait quelque chose à tester. Pour fibre longue, Molflow choisit automatiquement le solver. Il y a différent, celui qui est utilisé pour les fibres courtes. Ça, je suis pas sûr également. Je suis pas sûr également de ça. Bon, enfin bref, je suis pas sûr de ça non plus. Pour tout ce qui est question par rapport aux différentes méthodes de calcul par rapport aux fibres, par rapport aux différentes méthodologies et différentes lois solver qui sont utilisées dans Molflow, ça, on le voit plus en détail au niveau des formations, ou bien on pourrait également le voir sur un modèle spécifique par rapport au support implicite. Bon, ok, là j'ai plus de questions du coup. Ok, hop. Ok, donc je vous remercie pour votre écoute, pour avoir participé à ce webinaire et pour vos questions. Du coup, vous souhaite une bonne fin de matinée, un bon vendredi, un bon week-end et je vous dis à une prochaine fois pour de prochains webinaires de formation ou autres. Au revoir à tous.